Bonsoir à tous. Parlez vrai ce soir sur le logement en Calédonie. Vous le savez, le logement est un facteur important d'intégration sociale. C'est aussi un secteur économique sérieux en Calédonie. Il implique de nombreux acteurs publics, États, provinces, communes et de nombreux acteurs en matière de construction, d'urbanisme, d'aide directe, mais aussi de politique foncière. Mais le logement est parfois décrié. Des voix s'élèvent pour dire que les loyers restent chers dans le parc social et privé. Les aides sont parfois complexes et la construction médiocre et l'offre de logement insuffisante. Alors pour en parler avec nous, trois invités. Muriel Malfar-Gogo, vous êtes présidente du syndicat des propriétaires et locataires. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, Olivier Toupaco, vous êtes directeur de la délégation au logement Province Sud. Bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Thierry Corneille, directeur de la SIC, la Société immobilière calédonienne. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, Madame Malfar-Gogo, on va revenir un peu sur le début de l'année. Votre syndicat avait organisé en début d'année une marche dans les rues de Nouméa. On va regarder les images d'ailleurs. Une marche pour lancer un appel, disiez-vous, au pouvoir public afin que 2010 ne soit pas, selon vous, l'année noire du logement. Vous aviez mobilisé à peu près 200 personnes en colère. Donc des banderoles, on le voit, des slogans choc, avec en ligne de mire l'amélioration du logement en général, mais surtout dans le logement social, qui est toujours votre cheval de bataille, et la SIC. D'ailleurs, Thierry Corneille est là ce soir pour parler et pour vous répondre. Ce logement social qui, pour vous, accumule des problèmes. Alors, j'ai envie de vous dire quand même, 200 personnes sur un parc locatif de 25 à 30 000 personnes, c'est pas relatif. Enfin, est-ce que c'est pas peu nombreux ? Écoutez, laissez-moi le temps de m'organiser. Le syndicat, il a tout juste un an, le temps de le mettre en place. Cette manifestation, elle s'est quand même passée suite à une expulsion de personnes retraitées. Ça fait moins de 1%. Donc, oui, mais en une semaine, j'ai organisé cette manifestation. Donc, en une semaine, essayer d'appeler tous les gens, c'était pas évident. Donc, c'est un syndicat qui n'a pas de moyens, qui commence. Donc, je pense qu'au mois de juillet, si on doit redescendre dans la rue, je pense que là, on sera un peu plus de 200 et vous aurez la surprise de voir qu'on se. Thierry Corneille a accepté de venir parler sur ce plateau. On le remercie. Au nom de la SIC. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de manifestation qui vous interpelle Complètement. Je crois que nous sommes préoccupés depuis très longtemps et depuis de nombreuses années. Et tous les agents de la SIC, mais aussi les autres bailleurs sociaux, se préoccupent des difficultés rencontrées par certains locataires. Il y a des mécontents, il y a des difficultés. Certes, on essaie de les régler au fur et à mesure. Nous ne sommes pas tout seuls, mais il y a aussi de nombreux locataires très contents et qui, naturellement, ne manifestent et ne défilent pas. Et donc, il faut également le souligner que le logement est un secteur extrêmement dynamique et qu'on a beaucoup fait au cours de ces dernières années. Alors, s'il y a du logement social, il faut le dire aux Calédoniens, c'est pour assurer l'égalité des chances, favoriser l'intégration. En gros, en Calédonie, c'est 12% du parc total, plus de 8700 appartements, c'est ça, dans le logement social. Olivier Toupaco, alors le logement, justement, il est de compétence provinciale, on le sait. C'est un secteur aidé, il y a plusieurs aides, expliquez-nous. Alors tout d'abord au niveau du financement et de la pierre, le logement social est financé sur le contrat de développement qui mobilise 10 milliards sur les 17 milliards du contrat de développement passé entre la province et l'État. Donc une aide à la pierre qui est conséquente sur les 5 dernières années, 2006 à 2010. Ensuite, les États généraux du logement social qui ont eu lieu en 2004 ont proposé un certain nombre de mesures, et dont l'accompagnement social. C'est une nouveauté parce que pendant longtemps, on a construit des logements. On a peut-être un peu moins regardé les gens qu'on allait mettre dans ces logements. Depuis 3 ou 4 années, on accentue nos efforts sur l'accompagnement des familles et sur les aides qu'on leur propose pour intégrer, des aides à la première entrée et aussi des aides au maintien pour les familles qui sont en difficulté, qui sont déjà dans le parc, qui sont en difficulté. Il y a des mesures de solvabilisation ? Il y a aussi dans les dispositifs mesures de maintien, les aides au maintien, on a tout un certain nombre de procédures que l'on met en place en collaboration avec les bailleurs dès lors que les familles sont signalant en difficulté. Donc des aides spécifiques, des aides extra-légales pour maintenir les gens dans le logement. Et puis une nouveauté quand même depuis plus de 2 années maintenant, c'est l'apparition de l'aide au logement qui a permis de solvabiliser les familles sociales qui sont déjà, qui répondent à un certain nombre de critères et qui sont dans...
vous venez de nous le dire, il y a beaucoup d'aides. Certaines personnes disent c'est assez complexe. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est opaque? Ça, c'est un peu ce que vous dites, Madame Alors Lafare. oui, là, moi, je vais quand même juste rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Cornaille pour ensuite répondre à Monsieur Tupaco. J'ai quand même 90% des gens qui viennent me voir au syndicat qui ont pris leur carte parce que justement, il y a un manque de dialogue avec notamment la SIC, parce que bon, le syndicat, il n'a pas été créé que contre la SIC, il est pour défendre le locataire et le propriétaire. Donc 90% des gens qui viennent me voir sont en problème de communication avec la SIC. Donc ce que dit Monsieur Cornaille, je m'inscris vraiment totalement en faux. Quant à Monsieur Tupaco, au niveau des aides, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque je les ai pris avec moi aujourd'hui. Quand on voit toutes les aides que la province met en place à disposition des Calédoniens, moi, ce qui me met en colère, c'est que la plupart, si on fait une étude, vous avez au moins 70% des Calédoniens qui ne connaissent pas les aides, à quoi ils ont droit. Je prends juste un exemple, le couple de retraités que la SIC a expulsé, bien qu'il y avait un rapport de la Centre sociale qui avait dit de ne pas expulser, ces gens-là, après la manifestation, on a trouvé, grâce à la province Sud et à toutes les aides qui avaient été mises en place, à cette déclaration de Madame Muriel Malfargo et Monsieur Cornaille aussi? Pour parler des aides, effectivement, l'aide au logement est une aide légale. C'est une aide qui est définie précisément. Alors c'est vrai que pour celui qui ne connaît pas, qui n'est pas dans le métier, l'aide au logement tel que décrit dans les textes, c'est un peu complexe, mais à la délégation logement et au FSH qui assure le secrétariat de cette aide, il y a des gens qui sont à même de renseigner les gens selon la typologie de la famille, selon la situation économique. Monsieur Cornaille, on dit qu'il n'y a pas d'accueil à la SIC, qu'est-ce que vous dites? Écoutez, je suis vraiment très surpris. Pour dialoguer, il faut être deux. Et que nous avons un réseau d'agences dans les quartiers, de 12 agences, ce qu'on ne voit nulle part en métropole où une société immobilière aurait 12 agences. Donc les agences sont sur le terrain, reçoivent les locataires. Et bien entendu, on a invité d'ailleurs la présidente de ce syndicat et ses adhérents à venir dans nos agences pour régler les difficultés que naturellement, et si la personne ne vient pas, il sera difficile de dialoguer. Et je voudrais souligner que la SIC a entamé un dialogue avec toutes les associations et que nous rencontrons régulièrement une vingtaine d'associations et leurs adhérents tout au long de l'année. On parle d'expulsion, c'est un mot fort, expulsion. On en arrive là? Complètement. L'expulsion fait partie du système. Un système de financement du logement sans expulsion, c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Je rappellerai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a 4 à 5 fois moins d'expulsions qu'en métropole. Donc quand on arrive à une expulsion, quand une situation de locataire étant impayé depuis plusieurs années, n'a pas respecté ses engagements, par beaucoup de respect en Nouvelle-Calédonie. Ce qui arrive pas souvent. Ce qui arrive très très peu. En Nouvelle-Calédonie, pour ce qui nous concerne, il y a en moyenne sur les 3 à 4 dernières années une quinzaine d'expulsions. Pour autant, excusez-moi, alors que nous rencontrons pour environ 25 à 30% de notre parc des difficultés de règlement des loyers. Donc quand on arrive à l'expulsion, c'est vraiment que la famille est en difficulté et ne respecte pas ses engagements, soit pour régler, soit dans son comportement également. Je rappelle qu'il faut également qu'il y a des voisins, qu'il faut respecter la vie de chacun et que naturellement c'est la solution ultime quand on arrive à l'expulsion. Pour autant, Monsieur Tupaco, les loyers sont chers. Il faut le reconnaître en Calédonie. Madame Malfargo l'avait relevé aussi. Pourquoi est-ce qu'on est né dans une situation où les loyers sont assez chers en Calédonie? On dit que ça a des niveaux au niveau de la location, de Nice, Cannes, au niveau de l'accession à la propriété, Lyon, Marseille. On est quand même en Calédonie. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Là, vous faites la comparaison sur le parc privé. Par exemple. Sur le logement sociaux, le logement public, en fait, on est fixé par une délibération qui nous impose des niveaux de loyer. Donc, on n'a pas le droit d'aller au-dessus. Les règles de financement de ces opérations, et notamment dans le cas de la défiscalisation, nous imposent des niveaux de revenus, donc on ne peut pas aller au-dessus. Et y compris la révision des loyers, elle est fixée dans le financement initial de l'opération. Je voulais juste revenir sur effectivement l'information des familles. Vous avez raison, nous on a un travail de terrain avec les bailleurs sociaux pour informer les familles sur leurs droits. La province qui met en œuvre des aides n'a aucunement l'intention de cacher les aides. Au contraire, on essaie de diffuser auprès des familles l'ensemble des aides, l'ensemble des droits auxquels ils ont
l'ensemble des outils auxquels ils ont Alors, droit. il y a aussi quand même d'autres frustrations qui s'ajoutent parfois à tout ce qui est loyer, cherté de loyer. C'est dans le parc social, l'accession à la propriété et les malfaçons. On va écouter ces deux réactions de présidents d'associations de quartier et on en discute tout de suite après. Écoutons. Ça va faire presque 15 ans qu'on n'est plus en normes européennes dans les cités de Saint-Quentin. Et les prises, quand on branche, ça explose, il n'y a plus de prises qui marchent. C'est ça qu'on a toujours voulu, c'est d'être assez à la propriété. Des duplex qu'on avait payés depuis une dizaine d'années déjà. Là, ça fait bientôt 12 ans que maintenant qu'on est dans les duplex, mais on continue à faire la location. Et la location, c'était 70 000 francs par mois. Voilà, Monsieur Cornaille, une réaction à cet énervement de président d'association de quartier. L'accession à la propriété, c'est long et il y a des malfaçons dans le logement social. C'est un sujet compliqué, l'accession à la propriété. Et en effet, je crois qu'il ne faut pas leurrer le grand public. Il est extrêmement difficile pour les familles à revenus modestes d'accéder à la propriété. Et les malfaçons Je peux simplement citer un chiffre avant de venir aux malfaçons. Un logement vaut 20 millions de francs. Une famille qui a 200 000 francs de revenus mensuels par mois ne peut pas payer plus de 50 à 60 000 francs d'échéance mensuelle et donc ne peut pas emprunter plus de 5 à 6 millions de francs. Donc pour pouvoir bénéficier de ce logement, il faut une subvention de près de 15 millions de francs par logement. 1000 familles avec 15 millions de subventions, il faut trouver 1,5 milliard de francs. Ce n'est pas de la compétence de la SIC, c'est bien entendu de la compétence des institutions de favoriser cette accession à la propriété. Un dernier mot avant la coupure sur les malfaçons. Est-ce que les entreprises qui utilisent la SIC sont assez payées pour avoir une qualité dans les travaux effectués? C'est un vrai problème. Il y a des malfaçons. C'est une grosse difficulté que nous rencontrons. Et naturellement, la SIC, comme les autres bailleurs sociaux ou les maîtres d'ouvrage, sont victimes de cette situation, qui sont dues à un manque de formation, à un manque de rigueur, à une surchauffe de l'économie où les entreprises vont beaucoup trop vite, ne reviennent pas sur les chantiers. Et donc c'est une difficulté que nous reconnaissons, mais qui malheureusement est très difficile à traiter. Et encore une fois, nous en sommes les victimes. On se retrouve après la pause, Muriel, Monsieur Toupako et Monsieur Cornaille pour la suite du débat. À tout de suite. Amour, gloire et beauté, juste pour vous, avec Cotex. Amour, gloire et beauté. Des mots qui font rêver. Les têtes, ils font tourner. Ce soir, Mani, Sid et Diego, tout simplement givrés. Alors, comment ça s'est passé? Formidable, top moumoute. Ensuite, depuis la place Saint-Pierre à Rome, le message pascal et la bénédiction Urbi et Orbi par le pape Benoît XVI. L'âge de glace 2. Bénédiction Urbi et Orbi. Bonne soirée sur Télé-Nouvelle-Calédonie. Les chrétiens du monde entier fêtent Pâques, mais pour les catholiques et notamment pour le pape, l'ambiance est lourde cette année avec les scandales de pédophilie qui entament une partie de la crédibilité de l'Église. La mort du leader de l'extrême droite sud-africaine, Eugène Terre-Blanche, aurait été tué par 2 de ses employés. Il avait longtemps milité contre l'égalité raciale. Le 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, avec pour l'occasion l'inauguration d'une immense statue censée représenter la Renaissance africaine, un monument qui ne fait pas l'unanimité. Enfin, en tennis, la victoire de Kim Clijsters au tournoi de Key Biscayne en Floride. En finale, la Belge a battu l'Américaine Venus Williams. C'est son 2e titre de la saison. Lumen Christi. Fête de Pâques pour les quelques 2 milliards de chrétiens dans le monde. Ce samedi soir, le chef de l'Église catholique, le pape Benoît XVI, a dirigé la veillée pascale dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans la croyance chrétienne, cette nuit marque le passage de la mort à la résurrection pour Jésus-Christ.
L'Église catholique est secouée par une série de révélations de cas de pédophilie. Benoît XVI n'y a pas fait directement allusion ce samedi soir. Il a simplement invité les fidèles à se débarrasser de leurs péchés. Plusieurs adultes ont été baptisés durant cette veillée pascale. Hasard du calendrier, cette année, la fête de Pâques est célébrée exactement le même jour chez les catholiques, les protestants et les orthodoxes. On voit ici la célébration de Pâques à Moscou, dans la cathédrale du Christ Sauveur. Le chef de l'État Dmitri Medvedev et le Premier ministre Vladimir Poutine ont assisté à l'office religieux. Une célébration présidée par Kirill, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Polémique en Irlande autour des propos du chef de l'église anglicane. Monseigneur Rowan Williams, archevêque de Canterbury, a déclaré ce samedi que l'église catholique irlandaise avait perdu toute crédibilité en raison des scandales d'abus sexuels. Le chef des anglicans est d'ordinaire quelqu'un de mesuré dans ses propos. Là, son opinion est jugée excessive, surprenante et surtout blessante par de nombreux catholiques, parmi eux l'archevêque de Dublin. Le chef d'une grande église se doit de peser ses mots, dit-il. On sait bien que notre église en Irlande a perdu en crédibilité. Mais de tels propos font du tort à ceux qui s'efforcent précisément de restaurer une certaine crédibilité. Ces derniers mois, l'Église catholique irlandaise a dû faire face à des révélations de cas de pédophilie commis par des prêtres pendant plusieurs décennies. En plus de ces scandales, il y a eu le silence longtemps entretenu par la hiérarchie autour de ces affaires. Plusieurs évêques ont depuis démissionné. Le primat d'Irlande, le cardinal Sean Brady, a présenté ses excuses. Le pape lui-même a exprimé sa honte dans une lettre adressée il y a 2 semaines aux catholiques irlandais. En Afrique du Sud, Eugène Terreblanche a été tué ce samedi. Il était le leader d'une formation d'extrême droite. Apparemment, il a été attaqué par 2 de ses employés qui disaient ne pas avoir été payés. Dans les années 70, Eugène Terreblanche avait fondé le mouvement de résistance Afrikaner, une organisation paramilitaire. Partisan de l'apartheid, il avait mené des actions violentes, puis fait de la prison pour tentative de meurtre, avant de tomber dans un relatif anonymat ces dernières années. En Afghanistan, l'OTAN a confirmé ce samedi la mort d'au moins 5 soldats afghans tués par erreur par des militaires allemands. Apparemment, les Allemands ont ouvert le feu sur 2 véhicules qui s'approchaient d'eux. S'agissait-il de véhicules civils ou militaires? Y avait-il confusion possible? Une enquête est en cours pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Cette bavure s'est produite dans la région de Kunduz, dans le nord du pays. Quelques heures plus tôt, 3 soldats allemands avaient été tués et 5 autres blessés dans un accrochage avec des insurgés talibans dans cette même région de Kunduz. C'est là qu'est déployé le gros du contingent allemand, près de 4500 militaires engagés au sein de l'ISAF, la Force internationale d'assistance et de sécurité. Le Parlement allemand a accepté il y a quelques semaines l'envoi de troupes supplémentaires, alors même que l'opinion publique est nettement défavorable à l'engagement militaire en Afghanistan. Les victimes du massacre de Soufia en Irak ont commencé à être mises en terre par leurs proches. Dans cette bourgade située au sud de Bagdad, un commando déguisé en soldat américain a tué 24 personnes. Qui peut accepter ça, crie cet homme. Nous ne savons pas qui sont leurs assassins. J'ai perdu mon oncle, ses 4 fils et ils ont tué 2 femmes. Les insurgés ont pris d'assaut 3 maisons. Selon une source hospitalière, les bras et les jambes des villageois étaient brisés et tous portaient des blessures par balle à la tête et au torse. Parmi les victimes, des hommes de la milice Sawa, composée d'anciens membres d'Al-Qaïda, mais ralliés depuis aux forces américaines afin de combattre les insurgés. Cette femme explique aux représentants de l'État venus à la rencontre des habitants de Soufia que les hommes n'ont pu se défendre car ils n'avaient pas d'armes et que celles-ci avaient été confisquées par l'armée. Les forces de sécurité irakiennes auraient déjà arrêté 25 personnes et continuaient à fouiller les alentours du village à la tombée de la nuit.
Des centaines d'arrestations ont eu lieu lors d'une manifestation anti-nucléaire en Belgique. Environ 700 personnes, selon la police, étaient regroupées tout près d'une base militaire dans le nord du pays qui, selon les activistes, abrite des armes nucléaires appartenant à l'OTAN. La manifestation a dégénéré lorsque plusieurs d'entre eux ont tenté d'y pénétrer. La police belge et les militaires ont interpellé entre 270 et 360 personnes, selon les sources. Ils ont tous été placés en garde à vue à l'intérieur de la base dans des hangars à avions. Cette manifestation était organisée à l'occasion d'une journée européenne d'action contre les armes nucléaires, destinée à faire pression sur les gouvernements des pays membres de l'OTAN. Secret défense oblige, la présence de têtes nucléaires américaines stockées par l'Alliance Atlantique sur le sol européen n'a jamais été confirmée ni prouvée. En Grande-Bretagne, 9 personnes ont été arrêtées ce samedi lors d'une manifestation de l'extrême droite. Cela s'est passé à Dudley, dans le centre du pays. 2000 militants de la Ligue de défense anglaise s'étaient rassemblés pour dénoncer le projet de construction d'une mosquée. La police était largement déployée. Il faut dire que dans le même temps, une autre manifestation était organisée à proximité, un rassemblement initié par le mouvement Unis contre le fascisme. Parmi les membres de ce mouvement, un prêtre qui a plaidé pour la tolérance et la fraternité. Des heurts ont éclaté quand les activistes d'extrême droite ont voulu s'en prendre aux militants antifascistes. La police les en a empêchés en procédant à des arrestations. Des affrontements similaires entre les deux camps s'étaient déjà produits il y a un mois à Bolton, près de Manchester. Il y a 50 ans, le Sénégal proclamait son indépendance. À l'occasion de ce cinquantenaire, le président Abdoulaye Wade a inauguré ce samedi une immense statue à Dakar devant un parterre de chefs d'État africains. Un monument de 52 mètres de haut, plus grand que la statue de la Liberté. Il est censé symboliser la renaissance africaine. 5 siècles d'épreuves et de tragédies humaines. Et pourtant, l'Afrique est là, au rendez-vous du 21e siècle, debout et plus que jamais décidée à prendre son destin en main. Si la statue se veut fédératrice des peuples d'Afrique, l'opposition sénégalaise, elle, retient surtout de ce monument qu'il a coûté l'équivalent de 15 millions d'euros. C'est un monstre économique dans le contexte de crise que nous connaissons, crise financière, précédée par une crise alimentaire et une crise énergétique que vous connaissez. Et nous disons que c'est un monstre également, c'est un scandale financier. Près d'1 millier de personnes ont ainsi manifesté dans les rues de Dakar contre la statue et surtout contre le président Wade. Il l'accuse de gérer le pays avec son clan de manière opaque. Sébastien Loeb confirme en Jordanie son 56e succès en WRC permet aux Français d'assurer sa position de leader du championnat du monde des rallyes. Sur les bords de la mer Morte, Loeb a comme souvent été irréprochable, mais il est également sorti vainqueur d'une subtile bataille tactique entre Citroën et Ford. Les deux constructeurs faisant tout samedi pour éviter à leur leader d'ouvrir la route aux adversaires. Aidé par Ogier, Loeb a ainsi maintenu Jan-Matti Latvala à distance respectable, Latvala étant lui assisté par Järvonen. Jolie 3e place dans ce rallye de Jordanie pour Peter Solberg au volant d'une Citroën privée. Dani Sordo sur la 2e Citroën officielle se contente donc de la 4e place. Au général, 25 points d'avance pour Loeb sur Latvala. Rendez-vous en Turquie pour la prochaine épreuve. La Formule 1, 3e Grand Prix de la saison ce week-end en Malaisie. La pluie est venue perturber les qualifications samedi. Mark Webber signe la pole. Le pilote Red Bull s'élancera dimanche devant 4 pilotes allemands, Rosberg, Vettel, Soutil et Hülkenberg. Catastrophe en revanche pour 4 des favoris. Button, le champion du monde, Alonso, l'actuel leader du championnat du monde. Hamilton et Massa ne passent pas la Q1, piégés par la pluie. La course s'annonce passionnante dimanche. Deuxième titre de la saison et deuxième succès à Miami pour Kim Clijsters. La Belge, tombeuse de sa compatriote Justine Henin en demi-finale, avait déjà remporté le tournoi floridien. C'était en 2005, lors de sa première carrière. Elle récidive 5 ans plus tard, maintenant qu'elle est mère de famille.
En finale, elle ne laisse aucune chance à une Venus Williams visiblement handicapée par une douleur au genou gauche. Entre les deux anciennes numéro 1 mondiales, la rencontre ne tient pas toutes ses promesses, bien loin de là. L'affrontement ne dure que 58 minutes et se solde par la victoire de Clijsters en 2 sets secs, 6-2, 6-1. Toutes les stars du circuit vont désormais entamer la saison sur terre battue. Chelsea frappe un grand coup lors de la 33e journée de la Première Ligue. Les Blues l'emportent à Old Trafford grâce à 2 buts de Joe Cole et Drogba. La réduction du score pour Manchester United est signée Macheda. Privé de Gallas, Fabregas et Arshavin, Arsenal arrache la victoire contre Wolverhampton à la 94e minute. Carton de Manchester City face à Burnley, 6-1, avec notamment un doublé d'Adebayor et le premier but sous ses nouvelles couleurs de Patrick Vieira. Chelsea reprend le fauteuil de leader à Manchester United. Arsenal reste en embuscade. Chez les buteurs, Didier Drogba revient à une longueur de Wayne Rooney. Le Barça prépare de façon idéale son quart de finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal. Les Catalans surclassent l'Athletic Bilbao 4-1 avec au passage un doublé de Boyan et un nouveau but de Messi. Le Real Madrid peut rejoindre le Barça en tête du classement s'il s'impose ce dimanche à Santander. Autre résultat de la soirée, les victoires 3-0 du FC Séville face à Tenerife et 2-0 du Real Saragosse contre Malaga, deux équipes qui luttent pour le maintien. Notez-le bien, samedi prochain aura lieu le Classico entre les deux cadors de la Liga, le Barça et le Real Madrid. Le titre honorifique de Pichichi semble promis à Lionel Messi. Statu quo en tête de la Serie A avec les succès des 3 candidats au titre. L'Inter surclasse Bologne 3-0 avec un doublé de Thiago Motta et un but de l'ancien banni Mario Balotelli. La Roma signe son 21e match sans défaite en l'emportant 1-0 à Bari, tandis que le Milan AC s'impose 3-2 à Cagliari. Un partout entre la Lazio et le Napoli et entre Parme et la Fiorentina. La Samp s'impose sur le terrain du Chievo, la Juve s'incline sur la pelouse de l'Udinese. Alors qu'il ne reste que 6 journées à disputer, l'Inter compte toujours 1 point d'avance sur la Roma et 3 sur le Milan AC. Face à la Juve, Antonio Di Natale a inscrit son 22e but de la saison. Tout de suite, je vous retrouve avec mes invités pour parler vrai sur le thème du logement en Calédonie. « 9 semaines et un jour est de retour. Du 22 mars au 9 avril 2010, votez sur RMC au 3058 pour désigner vos artistes préférés. Parmi eux, 4 seront sélectionnés pour la grande finale le 12 mai prochain à Tahiti. Écoutez RMC et envoyez le numéro de votre candidat préféré au 3058. Réfléchissez bien avant de me répondre. Madame de Marsanne a-t-elle quelque chose à voir avec la mort de Colombelle? Tu as commis le péché de gourmandise. Tu diras donc à minuit et pendant 100 ans la messe de Noël. Oh, qu'est-ce qu'il a l'air timide. Il n'est ni très jeune, ni très joli, mais il a l'air bien solide. Les plus grandes plumes du 19e signent le retour de la collection des contes et nouvelles. Premier film inédit, Le Petit Vieux des Batignolles, avec Pierre Arditi. Mardi à 20h sur Télé-Nouvelle-Calédonie. J'en étais sûr. Parlez vrai, deuxième partie avec nous 3 invités, Thierry Cornaille, Olivier Toupaco et Muriel Malfargogo pour parler du logement en Calédonie et des problèmes dans le logement en Calédonie. Alors, on avait fini la première partie sur le problème des malfaçons. Madame Malfargogo voulait réagir. Oui, je me retiens depuis tout à l'heure parce que je ne peux pas admettre, monsieur le directeur de la SIC qui utilise des propos comme si c'était un monsieur politique. Je ne peux pas admettre qu'il dise, par exemple, qu'il est prêt au
contacte quand ça fait déjà 2 ans que j'essaie d'avoir un rendez-vous et que là, je suis heureuse de le rencontrer sur un plateau de télévision pour pouvoir régler des problèmes généraux du logement. Parler déjà. vrai peut rendre possible ce genre de choses. Donc je vous en remercie infiniment. Ensuite, quand je l'entends parler de l'accession, que certaines familles ne peuvent pas accéder, on l'a dit, le logement, c'est pas que du logement social, il y a aussi les salaires intermédiaires. Sur les malfaçons. Je vais juste faire sur l'accession. Parce que l'accession, quand on prend les collines d'Auteuil, il y a des familles de petits revenus ou de revenus intermédiaires qui ont pu acheter. Donc il faut arrêter de mentir aux Calédoniens, M. Corneille. S'il vous plaît, soyez honnête dans ce que vous dites. Ensuite, sur les malfaçons, effectivement, il va vous répondre. Au niveau des... oui, mais moi, j'ai jamais le droit de lui répondre. Donc là, je voudrais lui répondre. Ensuite, sur les malfaçons, moi, je trouve inadmissible. Il y a eu ce combat du FSH que j'ai mené pendant 10 ans sur les problèmes de malfaçon. Aujourd'hui, je pense qu'en 2009-2010, c'est inadmissible que des bailleurs sociaux donnent des lotissements avec des malfaçons. Quand on voit Tuban, c'est catastrophique. Aujourd'hui, les collines d'Auteuil avec un problème de béton, je veux dire, c'est pas normal. Il y a des sociétés qui ont pris contact avec le syndicat pour m'expliquer qu'effectivement, ils étaient sous-payés. Entre guillemets, il y avait des patentés. Est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout. Eh bien, il vient de le dire, il n'y a pas 2 secondes, vous venez de dire qu'ils étaient effectivement sous-payés. Vous avez répondu à M. Ils sont en Rosada. surchauffe, ils ne sont pas sous-payés. Je n'ai jamais dit vos ça. Vos tarifs sont les tarifs du privé, M. Exactement, Corneille? ils sont même quelquefois supérieurs. Bah écoutez, moi j'ai des documents ici qui me prouvent le contraire, avec le bon de commande à 200 francs le mètre carré de peinture à la place de 1400 francs. Et c'est un bon de commande de la SIC, M. Corneille. Moi aussi, j'ai des papiers. Et bien entendu, nous sommes tout à fait dans les prix. Et je ne vois pas pourquoi une entreprise accepterait de travailler en dessous du prix de revient. Parce que ce sont des patentés et qui travaillent uniquement pour la SIC, qui ont besoin de manger. C'est ce qu'ils ont expliqué. Et j'ai un courrier, si vous voulez, je crois que M. Rosada, vous l'avez à vous lire, ou je vous le communiquerai, de la part de ces sociétés qui, justement, reconnaissent qu'ils mettent de l'eau dans la peinture pour peindre, parce que la SIC sous-paye tellement qu'à un moment donné, ils sont obligés... Alors, je ne les excuse pas. Je dis simplement que si la SIC payait au tarif de la Chambre de l'artisan, peut-être que les travaux seraient autres. Je ne partage pas du tout cet avis, c'est totalement inacceptable et c'est un procès d'intention à l'accord de la SIC, comme le fait régulièrement Mme Malfar. Ce sont des procès d'intention. Je suis vraiment désolé. Une réaction, M. Tupako, à ce que vous entendez? Écoutez, dans le domaine du bâtiment, l'entreprise ne peut pas avancer quelques motifs que ce soit pour faire un petit peu des malfaçons. Je pense que normalement, quand les entreprises sont soumises à des conditions, à des appels à candidature, elle est censée répondre sur la base d'un cahier des charges avec des prescriptions techniques. Je pense que c'est peut-être un petit peu une manière les entreprises, on sait, certaines, elles tirent un petit peu sur la ficelle pour essayer de faire des marges. Donc je ne pense pas que ça soit... Alors on va regarder un reportage pour voir qu'il n'y a pas que dans le logement social qu'il y a des problèmes. Ça se passe dans la résidence des poètes. Regardez ce reportage de Thérèse Voyat. Cédric Gobin ne décolère pas. Depuis qu'il a intégré son F3 en décembre dernier, son rêve de propriétaire a viré au cauchemar. Aux problèmes d'étanchéité et de malfaçons diverses se sont ajoutés ceux inhérents aux réparations. Ici, par exemple, dans son salon, un défaut persistant dans le mur, une source de contrariété parmi tant d'autres. L'appartement en F5, en F3 duplex vaut 25 millions. Travaillant dans le domaine, à 25 millions, on a des prestations qui sont largement supérieures parmi les promoteurs concurrents. Donc c'est un peu dommage. Et pour vous, vous avez l'impression de vous être fait avoir? Oh bah complètement, parce qu'on aurait dû payer, vu la finition, ça valait 16-17 millions, quoi. Guère plus. Cédric Gobin fait partie des premiers acquéreurs qui ont acheté sur plan un appartement situé dans ce complexe immobilier baptisé la Colline des Poètes. Situé à 10 minutes du centre-ville, emplacement de parking, belle vue sur la mer, surtout depuis le dernier étage, les prestations proposées étaient alléchantes. Mais quelques jours seulement après la livraison des appartements, les pluies révèlent certaines malfaçons. Voilà, j'ajoute que j'ai appelé le promoteur cité pour savoir où en était la situation. Et à ce jour, le dossier est au contentieux avec l'exécuteur des travaux et les tribunaux vont devenir compétents. Fin de citation. Alors, Marielle Malfar, Gogo, on voit là qu'il n'y a pas que dans le logement social qu'il y a des problèmes de malfaçon. C'est un problème global, alors on pense en Calédonie ou pas? Mon avis... Vous défendez aussi les propriétaires. Tout à fait. Le souci, je crois qu'on rencontre au niveau de la défiscalisation, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus, que ce soit pour les bailleurs sociaux ou que ce soit dans le privé. Ça a été fait sous
sous prétexte de faire du logement, on a utilisé la défiscalisation et je pense qu'aujourd'hui on en connaît les dérives. Donc peut-être un peu plus de contrôle concernant les travaux permettrait d'avoir moins de malfaçons, sans pouvoir taper sur les entreprises ou sur quiconque, mais qu'il y ait un peu plus de contrôle, je pense. Olivier Toupaco, une réaction. Quelles sont les raisons profondes justement de ces problèmes? Pénurie de logement, liste d'attente, suroccupation de l'habitat. Comment est-ce que vous analysez les choses? En fait, M. Corneille a donné une des raisons qui, je trouve plausible, c'est la surchauffe du bâtiment et des travaux publics. On a eu énormément de chantiers qui ont été lancés à une même époque. On a vu l'évolution du BT21. Quasiment tous les appels d'offres sont déclarés infructueux systématiquement. Bon nombre de maîtres d'ouvrage reportent à chaque fois les opérations parce qu'ils n'arrivent pas à tenir les prix. Donc tout cet enchaînement induit effectivement des coûts supplémentaires et les entreprises ont du mal à tenir leur plan de charge. Alors, comme les maîtres d'ouvrage les poussent derrière, peut-être que certains sont tentés de réduire un petit peu la qualité. Est-ce que la politique du logement doit connaître un nouveau souffle selon vous? Je pense que, compte tenu du contexte en termes d'aménagement urbain sur le Grand Nouméa, nous allons devoir repenser le logement autrement. Jusqu'à présent, on a fait beaucoup d'opérations importantes parce qu'il était important de produire du quantitatif. Dorénavant, nous allons également travailler un peu plus de la mixité. Les besoins en quantité sont importants, mais travailler aussi de manière différente compte tenu des contraintes. Vous parlez de mixité, c'est un beau concept. Est-ce qu'il fonctionne au quotidien? Parce que la mixité, c'est mettre des gens de toute origine sociale. Est-ce que ça fonctionne concrètement? Vous savez, quand on travaille sur l'humain, c'est pas facile tous les jours. Mais en plus du travail des aides à la construction, l'accompagnement social, c'est une donnée importante. Le travail avec les associations qui sont des référentes avec les gens qui habitent dans le quartier, c'est important. Et c'est un élément qui nous permet de travailler l'amélioration et l'insertion des gens de toutes les catégories dans leur nouvel environnement. Monsieur Corneille, la mixité sociale? Oui, ça marche. C'est un objectif, c'est un combat quotidien. Donc nous l'espérons tous et nous travaillons au quotidien, chaque jour, sur ce sujet. Je voudrais simplement rajouter également sur le problème des malfaçons, le problème de qualification et de formation des ouvriers. Nous le savons qu'il y a un problème en Nouvelle-Calédonie et que la formation professionnelle notamment est également un des éléments de réussite de ce projet du logement. Noël Malfargogo. C'est aux locataires à en payer les conséquences. C'est pas aux locataires, bon. c'est je crois, à tout le monde. C'est un travail quotidien. Encore une fois, les bailleurs sociaux en sont les victimes. En sont les victimes et donc, bien entendu, il faut travailler sur ces malfaçons. Il y en a beaucoup trop. Et il serait souhaitable que les professionnels du bâtiment le soient. Moi, ce qui me choque, c'est les tours de Saint-Quentin. Parce qu'on nous dit, M. Corneille a le cri à qui veut l'entendre, qu'effectivement, les Calédoniens sont notamment dans le parc social. Ce sont des gens qui ne respectent pas, qui ne respectent rien, qui sont des gens pas corrects. Moi, je veux juste lui rappeler que dans les tours de Saint-Quentin, c'est des logements insalubres et que pour la première fois en Calédonie, il y a une vingtaine de familles qui a été obligées de déposer plainte contre la SIC pour logement insalubre, bien que ça soit au propriétaire à rendre le logement dans la conformité, puisque là, c'est des problèmes d'électricité. Alors, me dire qu'on attend la destruction des tours, ça fait quelque temps qu'on les attend. Moi, je sais que ces gens-là, on oblige les familles sociales à aller en justice, à dépenser des frais d'avocat pour des problèmes de malfaçon. Écoutez, moi, mixité sociale sur Jacques Arandas 2, on la vit mal sur Dombéa. Je suis aussi conseillère municipale à Dombéa. Et on a voulu faire une mixité sociale en mélangeant l'accession avec la location. Et ça se passe très mal. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire de la politique avec le logement en disant on va mettre en avant la mixité sociale. Je pense qu'avant de faire ça, il faut étudier le concept pour éviter, parce que sur Jacques Arandas 2, c'est des problèmes de délinquance qui augmentent, c'est des problèmes entre voisins et propriétaires qui éclatent. Donc, sous prétexte de faire une mixité, on est en train d'aggraver les problèmes. Olivier Toupaco, on parle de créer une haute autorité du logement. C'est un concept intéressant aussi. Pour faire quoi et pour prendre des décisions C'est un des projets du gouvernement à l'heure actuelle, c'est de créer au Conseil de l'habitat, me semble-t-il, qui va réunir l'ensemble des partenaires, acteurs au sein d'une même structure pour donner un avis et travailler sur l'ensemble des projets qui touchent au logement social. C'est-à-dire ce sera une instance qui prendra des décisions ou consultative? Dans le projet actuel, c'est une instance consultative. C'est-à-dire pour essayer d'analyser les... Donner un avis éclairé, partagé par beaucoup de partenaires. C'est dans le projet du gouvernement à l'heure actuelle. Le mot de la fin, Thierry Corneille? Écoutez, merci. Je voulais simplement dire qu'on n'a pas attendu la création du syndicat ni l'arrivée de Mme Malfar sur le territoire pour se préoccuper du logement.
Concernant l'entretien, je voulais simplement citer un chiffre pour terminer. La SIC dépensait il y a 3 ans 300 millions de francs par an de dépenses d'entretien. Aujourd'hui, elle dépasse plus d'1 milliard de francs. Donc on a multiplié par plus de 3,5 les dépenses d'entretien sur les logements. Un dernier mot, Madame social. Malfargogo. Oui, je veux juste poser une question à Monsieur le Directeur. Est-ce que vous trouvez normal que vos salariés achètent des appartements dans le parc social de la SIC et les revendent 18 mois après avec une spéculation, Monsieur Cornaille? Je ne vois pas du tout ce sujet, c'était absolument pas à l'ordre du jour. C'est de l'accession, c'est de l'accession. Les agents de la SIC sont des agents comme les autres, et c'est des agents de toute catégorie sociale de la SIC qui ont accédé. Et M. Toupaco va nous donner le mot de la fin. Moi, je vais juste dire qu'à l'heure actuelle est sorti le rapport de la Chambre territoriale des comptes qui analysait la politique provinciale dans le domaine de l'habitat social. Et je pense que j'invite tous les partenaires à lire ce rapport parce qu'il est élogieux sur ce qu'a fait la province, sur les outils qui ont été mis en place depuis le GLS en 2004. Je pense que c'est vraiment une conclusion qui peut rassurer tout le monde sur le logement social en province. Merci à vous trois d'être venus dans ce Parler Vrai. Nous n'avons pas abordé le problème des logements en squat et du relogement, mais on consacrera une émission sur ce sujet, et tout comme un thème sur le logement dans le Nord, où les prix des terrains et des loyers augmentent sérieusement. Et puis rappelons enfin aussi qu'en Calédonie, si le logement est une compétence provinciale, quand on y regarde de près, ces contributeurs financiers, au travers des contrats de développement, des prêts bonifiés et de la défiscalisation, sont d'État. Voilà qui est dit. À suivre sur RFO d'autres infos.